Alors, nous donnons la parole à Jean-Christophe Makota et Patrick Larose. Bonjour à tous, Patrick Larose, je suis chef de service à la PJJ d'Île-de-France. Avant de commencer la présentation, je tiens encore à remercier l'ensemble de l'équipe sur la préparation de ce congrès, parce qu'on n'imagine pas le travail qui s'est fait pour vous accueillir et nous accueillir aussi aujourd'hui. Donc encore une fois, un grand merci à eux. Donc on va vous parler du dispositif ETAP. Vous avez vu le film tout à l'heure où effectivement la secrétaire est toujours là, et heureusement. On va jouer la faire à deux voix. Je vais vous présenter le dispositif et en même temps vous faire un constat, et Jean-Christophe illustrera sur des situations cliniques. Alors le dispositif ETAP, c'est Équipe des transitions adolescentes et de prévention des exclusions. C'est un partenariat entre la direction régionale de la PJJ Île-de-France, l'ARS et l'Institut Montsouris à Paris du professeur Corcos, le service de psychiatrie du jeune adulte, d'adolescent et de jeune adulte, pardon. Alors ça, c'est la suite d'un dispositif que peut-être certains connaissaient, c'est le DERPAD, qui était arrivé, on va dire, de façon pudique en fin de cycle, et que les tutelles ont souhaité revisiter, réactualiser, avec surtout l'idée de rencontrer les jeunes. On est constitué, il y a 3 éducateurs PJJ, avec expérimentés, et 2,7 en psychologue et psychiatre. Alors juste, Jean-Christophe m'a demandé de faire un petit rappel sur ce qu'était la PJJ très très brièvement. Donc c'est un public majoritairement quand même de garçons de 16 à 18 ans, suivis au pénal. Pénal est différent de judiciaire, pour les actes délictuels ou criminels. Finalement, peu d'entre eux relèvent de la psychiatrie, mais par contre, le peu de situations embolise largement l'ensemble des services. C'était donc une éducation sous contrainte. Au sein, il y a des différentes structures, les foyers, les détentions, des prisons pour mineurs, dans les quartiers mineurs, enfin après tout ce que vous pouvez entendre, et surtout des milieux ouverts. Donc l'idée, c'est d'aider le magistrat dans sa décision, notamment en mettant en avant le parcours et surtout contextualiser des actes, parce que sinon, ça mène pas à grand-chose. Donc ETAP est un peu dégagé, mais j'y reviendrai après sur les questions du mandat et ce qui va nous rendre très sympathiques auprès des adolescents que nous rencontrons. Donc la principale mission de ce dispositif est de faciliter l'accès aux soins psychiques des adolescents, accompagnés par les services de la PJJ. Pour autant, la dimension du corps est quelquefois une façon moins menaçante pour nous d'entrer en relation avec eux. On a choisi dès le départ pour ne pas étoffer le millefeuille des interventions et des services déjà très nombreux pour ce public. Nous avons choisi de nous positionner plutôt en seconde intention, en soutien des services de première intention, avec l'idée de faciliter les relations, les liaisons entre les institutions et les services au sein de ces mêmes institutions. L'idée, c'est en fait qu'il y ait plus de séparation, et moins de rupture. Il s'agit donc de faire avec les services et non pas à leur place, ce qui concrètement se traduit le fait qu'on est toujours en binôme, mais on n'est jamais seul avec l'adolescent ou sa famille. Il y a toujours le référent, alors si c'est celui qui nous a appelés, mais ça peut être le référent du moment. Si on va le voir en détention, c'est l'éducateur en détention. Si on va le voir dans l'hôtel, c'est le référent à eux. Enfin voilà, on prend avec celui qui est disponible à ce moment-là. Ce qu'on a pu constater quand même, c'est qu'il y a souvent, on constate, il y a une incompréhension entre ces deux mondes, la PJJ et de la santé. Disons que du côté de la PJJ, on va dire un fonctionnement un peu en tunnel, et puis à un moment quand ça bute, alors on se retourne vers les soins en disant mais il est malade ou il est fou, donc c'est pour nous, nous on n'en veut pas. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la chose. Nous constatons aussi souvent des désaccords entre les services de première intention, et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur le réaccordage sans dévaloriser la première intention, même si on pense que parfois ils sont vraiment pas très bons, mais il n'empêche que l'idée c'est de ne pas les dévaloriser, parce que c'est eux qui vont être dans le suivi. Il faut faire avec le service de première intention dans l'état où il est. Donc les gens qui nous appellent sont les professionnels des services de la PJJ, qui se sentent débordés par une situation. Alors quel que soit le type de débordement, souvent on a donc une violence qui fait peur, ou alors on a l'excès inverse, une discontinuité, c'est-à-dire des adolescents qui sont nulle part et partout, et souvent ça déconcerte beaucoup les professionnels. À ça, vous rajoutez des mineurs radicalisés et non accompagnés, et puis vous avez un peu un éventail du public.
Comme beaucoup d'équipes mobiles, nous intervenons en binôme. J'ai entendu ce matin entre donc, psychologue, psychiatre, éducateur. Pour autant, j'aimerais quand même insister sur l'articulation. On est chacun dépendant de sa propre administration. C'est-à-dire que la PJJ dépend de la PJJ et les psychologues de l'IMM, ce qui fait que ça évite, nous semble-t-il, tout glissement d'aller ou du côté de la PJJ ou du côté du soin. Et ça, je pense que c'est dans le montage administratif, c'est non négligeable. Oui, et puis finalement, depuis ce matin, j'entends le travail entre les psychologues et les éducs comme si c'était évident. Moi, je le vois chaque jour, ça ne tombe pas sous le sens quand même, ce travail entre un éducateur PJJ et un psychologue ou un psychiatre. Donc ça se pose, c'est aussi un petit peu ça suppose donc de s'accorder, avant de prétendre accorder les autres, il faut déjà s'accorder soi-même, et déjà c'est un travail. Ce qui pose aussi la question, me semble-t-il, qu'on a un peu évoqué ce matin, des frontières. Il en faut nécessairement pour éviter la confusion pour ces adolescents, ça ils savent faire. Pour autant, il faut quand même une certaine porosité entre ces frontières-là. Et là aussi, le dire, ça semble évident, mais ça suppose aussi que du côté des professionnels, il faut être suffisamment tranquille avec ses propres missions, avec sa place et surtout ses limites. Donc ça suppose des éducateurs, en tout cas les psys le dira lui, mais des éducateurs motivés, parce qu'un éducateur motivé est un éducateur motivant, sinon le contact ne se fait pas avec l'adolescent. Donc c'est une singularité riche, mais qui suppose quand même aussi, dans ce binôme, une exposition au regard de l'autre, et notamment de nos travers, bon, pour nous déjà à l'interne, mais aussi pour le service qui vient nous présenter. Et s'exposer, qui plus est, à un psychiatre, là encore, ça ne tombe pas sous le sens. Voilà, très rapidement présenté, nous avons en fait trois fonctionnalités principales. La première, c'est l'accompagnement en position de tiers, je vais détailler plutôt sur les constats. Et puis après, on a l'accueil des professionnels, soit en individuel, donc des professionnels victimes ou témoins de violences, souvent qui sidèrent ou qui fascinent, un peu des deux quelquefois, et qu'on accueille toujours en binôme, avant toute démarche ou en parallèle de toute démarche de prévention. Il y a aussi ce qu'on appelle des retours d'expérience, ou là des situations, la dernière sur un foyer du 93 d'ailleurs, où c'était fort à la mot avec des intrusions, des menaces, des tirs, où les équipes étaient complètement désarmées et sidérées. Et ce qu'on cherche, nous, c'est pas forcément à élaborer, à métaboliser tout ça, mais à entendre tout le monde dans leur ressenti de la peur ou de l'agressivité, des choses qui sont finalement... on passe assez vite, je prendrai l'image, on passe assez vite au premier étage, mais sans passer par le rez-de-chaussée, qui est des choses un peu qui nous traversent et qu'il faut pouvoir dire. Donc sur l'accueil en position de tiers, qui est le principal, ce qu'on a constaté, ce qui est déjà notre singularité pour ces adolescents, donc les plus tourmentés, et qui tourmentent beaucoup les autres, c'est qu'on n'a pas de mandat. Donc ça, on est extrêmement sympathique pour eux. On n'a pas de limite d'intervention, donc on intervient jusqu'à ce qu'on a nommé jusqu'à le temps de la construction de sa vie d'adulte, et autour d'un travail d'historicisation, mais que Jean-Christophe développera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Ce qu'on a constaté, que c'est pour ces adolescents, il nous faut avoir de la considération pour eux, et de leur famille, et des équipes qui nous les amènent. J'aime bien ce mot de considération, parce que sans ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se faire. Il faut de l'engagement. Sans engagement avec ces adolescents-là, ça ne marche pas. Il faut travailler sur la peur qu'ils génèrent, qui n'est pas souvent dite, voilà, mais qui est quand même beaucoup à l'œuvre. Ce qu'on a constaté finalement, c'est que la seconde intention ne nous met pas pour autant à l'abri des mouvements psychiques des équipes et finalement ce que les équipes nous font vivre. On se disait, finalement, en deuxième intention, on n'est plus tranquille. Et non, on l'a constaté assez fréquemment. La posture qu'on a prise, c'est une posture sur un chemin de crête. Donc par essence, ce chemin de crête, c'est, on a tentation de jouer ou le médecin, ou l'éducateur, quand on estime qu'au regard de son propre idéal, il n'est pas à la hauteur. Donc là, c'est assez tentant de pouvoir faire à sa place. Donc en fait, c'est en gros beaucoup de frustration.
On a constaté aussi beaucoup d'attaques de nos positions par les institutions. Alors la PJJ, entre les radicalisés, les mineurs et puis les fous furieux, l'idée c'est assez civilisant pour eux de résoudre leurs difficultés de formation, de supervision et je ne sais quoi, et de nous attirer toujours d'un côté ou l'autre de la crête. Donc le travail de Jean-Christophe et moi, c'est, outre le travail clinique, c'est de poser un cadre, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Le tenir, c'est un travail de tous les instants. Et finalement, la limite de cet exercice, c'est qu'on dépend du professionnel qui a envie de travailler avec nous. S'il ne veut pas, c'est très compliqué. Donc on se trouve aussi, je ne sais pas si c'est aussi dans vos secteurs, mais devant la discontinuité, un turnover important des professionnels, toutes catégories confondues, qui rend finalement très compliqué notre travail. Des limites aussi sur des services et sur la crainte de l'empiètement, parce qu'en travaillant l'histoire, mais non, mais ça on le fait aussi. Voilà, donc ça c'est aussi des choses pour lesquelles on les rassurera, mais Jean-Christophe développera sur ce côté de l'histoire. Et puis surtout, je reviens sur ce côté de la pluridisciplinarité, parce qu'on en discutait à midi dans nos délires de mégalomanie, on se disait, mais finalement, on voit souvent plutôt de la juxtaposition de professionnels, de compétences différentes, et on dit que c'est de la pluridisciplinarité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et ça suppose quand même de ne pas simplement être un psy, un éduc. Il faut qu'il y ait vraiment un maillage, le dire comme ça semble simple, mais qui en souhaite un travail. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te laisse développer. Merci Patrick. Donc, je me présente, je suis Jean-Christophe Makota, je suis pédopsychiatre. Je travaille depuis pas mal de temps dans le département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'IMM, où, pour vous refaire un peu l'histoire et vous dire comment est née Étape, je m'occupe d'abord des étudiants. Donc c'est loin, et en particulier des étudiants des grandes écoles, de l'école normale supérieure. Donc on est très 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 loin de la population de la PJJ. Voilà. Et on développe quelque chose qui me tient à cœur, c'est des dispositifs de prévention secondaire où on travaille essentiellement sur l'idée de donner accès aux soins psychiques aux étudiants, qui sont aussi une population en précarité par rapport à ça. Même si on en entend, c'est un peu différent d'autres populations. Donc avec cette expérience et puis d'autres expériences antérieures, en particulier d'hospitalisation, de travail dans des unités d'hospitalisation pour adolescents, en étant confrontés à des adolescents très 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 violents. Beaucoup d'échanges aussi avec le docteur Stéphane Kilikini, que certains connaissent, qui travaille à Marseille et qui avait créé un dispositif qui malheureusement s'est arrêté, qui s'appelait EMAGE. Donc c'était l'équipe mobile attentive aux jeunes adultes. Et avec qui on avait beaucoup échangé sur ces questions-là. Il s'est trouvé que Maurice Corcos m'a demandé de réfléchir à recréer le DERPAD, repartir sur quelque chose qui soit un dispositif mixte, PJJ santé, avec la commande explicite de la PJJ comme de l'ARS de travailler sur l'accès aux soins. Alors ça m'a tout de suite intéressé. Et on a commencé à élaborer quelque chose avec la direction interrégionale de la PJJ Île-de-France. Et puis on a rencontré la partie de l'équipe du DERPAD qui restait, dont Patrick, et on a pris à peu près presque 6 mois pour construire le dispositif. Alors l'espoir, l'idée de départ, c'était vraiment d'amener ces ados exclus de toutes les institutions, parce qu'on parle des ados qui passent d'institution en institution éducative comme psychiatrique, et souvent après des actes violents, c'est-à-dire dans les histoires qu'on retrace, on entend effectivement la succession de passages à l'acte qui entraîne quasi systématiquement des exclusions. On a eu l'espoir un peu fou de se dire qu'on va essayer en voulant les rencontrer, essayer de commencer un travail avec eux qui leur permettrait une symbolisation, une subjectivation grâce à un travail d'historicisation. Alors si vous connaissez les ados comme ceux-là, qu'on qualifie parfois de psychopathes, vous voyez que c'est un peu fou parce que c'est un travail quasi impossible. Et on s'est dit que pour faire ça, puisque
on était dans l'expérimental, c'est ce qu'on nous demandait aussi. Il fallait absolument adapter les cadres d'intervention et les modes d'intervention avec la souplesse du judoka, parce que je n'ai pas précisé aussi que l'une des inspirations d'étape, c'est l'expérience de Patrick, qui a un atelier corps et parole depuis une quinzaine d'années, où il utilise le judo pour rencontrer des adolescents violents, pour travailler la question de la violence de l'adolescent. Donc dans quelques séances de judo avec lui, sous le regard d'un des éducateurs ou psychologues le prenant en charge régulièrement. Donc tout ça nous a nourris, et donc l'idée d'adapter les cadres et les modes d'intervention pour la rencontre avec ces adolescents, et d'y associer tous les professionnels qui les ont en charge, parce que quand vous les connaissez, vous voyez qu'il y a le milieu ouvert, il y a le foyer, il y a parfois le secteur psychiatrique, il y a une maison des adolescents, j'en oublie plein, mais en général, on a entre 5 et 10 dispositifs qui sont positionnés dans l'année qui vient de s'écouler autour de ces adolescents. Donc ce qu'on voulait faire, nous, c'était associer tous les professionnels, mais pas dans ce qui se fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les réunions de synthèse, les réunions cas complexes. On a voulu absolument éviter ça, et on a voulu associer dans la rencontre avec l'adolescent. Donc l'apport d'étape, c'est de penser une intervention, comme l'a dit Patrick, en position de tiers, avec la présence systématique d'un éduc référent, l'éducateur référent du moment, c'est-à-dire de l'endroit où est l'adolescent, c'est le milieu ouvert, la prison, le foyer, ou notre professionnel, que ce soit un éducateur, un psy, voilà. Alors, on veut que, pour matérialiser notre position de tiers, on ne fait que des entretiens avec les adolescents en présence d'un adulte qui le connaît. Alors, c'est des rencontres assez particulières. On invente une rencontre clinique, voilà, dont on avait assez peu la pratique. Moi, j'ai beaucoup l'habitude de travailler en rencontrant les adolescents en hospitalisation ou même en consultation avec les infirmiers. Mais je n'avais jamais travaillé de cette façon avec voilà, un tiers comme ça dans la rencontre. Pour ces rencontres, on s'inspire beaucoup du psychodrame psychanalytique aussi, c'est-à-dire qu'on va jouer quelque chose, nous, dans le duo éducateur-psy. On utilise beaucoup les médiations, en particulier corporelles, le judo par rapport à Patrick, et aussi quelque chose qui est très simple, à laquelle on pense assez peu, mais qui est très facile à mettre en place, c'est la déambulation. C'est-à-dire qu'on part dans notre quartier, qu'on connaît, ou ailleurs, et on va marcher avec donc l'adolescent, son éducateur ou l'adulte qui l'a accompagné, et le binôme d'étape. Et on expérimente aussi les médiations plutôt ludiques autour des jeux vidéo, qui est aussi une activité très proche du psychodrame, et ceux qui s'intéressent à ça peuvent lire les articles de Michael Stora qui décrit l'utilisation des jeux vidéo dans des thérapies, et c'est très 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 intéressant avec les adolescents. Alors ce qu'on espère dans ces rencontres, c'est vraiment incarner un certain nombre de mouvements psychiques afin d'étayer l'ado, et lui permettre une élaboration et peut-être une symbolisation et peut-être une subjectivation. Alors le binôme, on trouve ça très intéressant, et de par l'expérience du DERPAD aussi, parce qu'il travaillait beaucoup avec le DERPAD travaillait en binôme déjà, on trouve ça intéressant, et puis ça a déjà été un peu dit, parce que ça permet une diffraction du transfert, et ça facilite en particulier avec ces adolescents qui sont peuvent se sentir très menacés par la rencontre avec l'adulte ou avec le professionnel au sens large, et encore plus avec le psychiatre, se sentir très vite persécutés. Donc ça facilite la rencontre du fait de cette diffraction. Et encore plus, la présence du professionnel qui connaît bien le réassure énormément. Notre écoute est tout de suite moins menaçante, et on peut travailler très rapidement. C'est ça aussi qui m'a beaucoup étonné dans ce dispositif, quand on a commencé à le pratiquer. On rentre avec ces adolescents avec qui c'est très compliqué d'habitude de travailler sur le ressenti, sur leur ressenti, dans ce dispositif avec plusieurs adultes, à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. On rentre très vite dans le vif du sujet et sur le ressenti. Et quand on leur demande de parler de l'histoire, parfois ils ne veulent pas nous raconter leur histoire, qui est très traumatique, ou qu'ils n'ont pas les capacités psychiques pour penser leur histoire et penser avoir un passé, c'est-à-dire vivre dans l'instant présent uniquement. En tout cas, même dans l'instant présent, pour cela, on arrive à échanger quelque chose au niveau du ressenti, et c'est d'une très grande richesse.
ça facilite quand même l'expression et la mise en mots pour ces adolescents. Ça aussi, ça nous a étonnés. Et ce qui nous a encore plus étonnés, c'est que parfois, ça facilite pas la mise en mots pendant qu'il est avec nous. C'est-à-dire qu'on est là, on fait un entretien qui tombe à plat, on ressort le binôme. On a l'habitude, après les entretiens, de toujours faire une sorte un mini-moment où on échange nos impressions. On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Et quelquefois, on est ressorti en se disant, ben, il ne s'est rien passé, ça ne servi à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et puis, le contact avec le professionnel, un peu plus tard, quelques jours après, on apprend que sur le chemin, l'adolescent s'est livré, a parlé pour une fois de son histoire avec des affects. Alors les histoires, la plupart du temps, on les connaît, mais le fait qu'ils puissent y mettre des affects était nouveau. Et on a beaucoup d'éducateurs qui reviennent en nous disant, mais c'est très étonnant, j'ai rencontré un nouvel adolescent une fois qu'on est sorti de chez vous. Donc quand ça se passe comme ça, on est très 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 content. Et moi j'ai l'habitude de dire quand même que le travail d'historicisation, c'est-à-dire de permettre à l'adolescent d'intérioriser, d'introjecter son histoire, quand c'est possible, pour nous se fait de surcroît. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une démarche de recherche d'une histoire exhaustive pour lui livrer une histoire qu'il devrait avaler, mais c'est quelque chose qui se fait au fil de nos entretiens. Alors, je voulais revenir aussi un peu sur avant de passer aux deux petits exemples cliniques que j'ai préparés, à la question de la position. 4 minutes. Bon, je vais très vite. La position de tiers interinstitutionnel. Donc, c'est l'idée de créer une enveloppe autour des institutions en charge de l'adolescent. C'est pouvoir proposer une continuité dans la discontinuité et travailler à l'accordage des diverses institutions par petites touches, comme un accordeur de piano. L'idée, vous l'avez compris, c'est de mettre en mouvement, interroger et provoquer les mouvements psychiques et ou associatifs des différents intervenants. C'est-à-dire on agit sur l'adolescent, mais aussi sur les différents intervenants qu'on reçoit avec lui. Alors très vite sur le cas clinique qui montre un accord harmonique intra-binôme. Avec Lionel, un éducateur, on est appelé pour un adolescent de 18 ans qui a une histoire très traumatique en Afrique, guerre civile, prison, évadé de prison, arrivé en France, bon, je vous fais très rapide, arrivé en France clandestine, commencé à être pris en charge comme mineur isolé. Maintenant il est majeur, mais il continue à avoir une prise en charge PJJ de protection. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que sa mère est décédée juste après sa naissance, après qu'on lui ait prédit, de c'est l'histoire qu'il nous raconte, prédit à sa mère qu'il ne fallait plus qu'elle ait d'enfants, sinon elle risquait de mourir parce qu'elle avait eu une grossesse compliquée juste avant. Donc il nous raconte ça assez rapidement, voilà, et lors du premier entretien on le trouve très 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 triste, et ce qui nous met la puce à l'oreille de quelque chose qui est mobilisé chez lui, c'est qu'il va nous parler des droits de l'homme, en associant sur le fait qu'à Paris, on peut dormir dans la rue et savoir qu'on sera vivant le lendemain, parce que d'où il vient, si on dort dans la rue, on est sûr d'être mort le lendemain. On programme une déambulation avec lui. Donc il est, voilà, pour ceux qui connaissent, on est dans le quartier de la Bastille. À côté de la Bastille, il y a le port de l'Arsenal. Donc on va vers le port de l'Arsenal avec l'objectif d'aller jusqu'au Jardin des Plantes. Port de l'Arsenal, on s'arrête, on regarde les bateaux, les algues. Lionel raconte qu'il a déjà fait un triathlon en nageant dans le canal Saint-Martin. Voilà. L'adolescent nous dit qu'il ne sait pas nager et il nous raconte deux souvenirs traumatiques. Un premier, c'est lorsqu'il était en prison, les gardiens avaient l'habitude de prendre des prisonniers au hasard, de les amener, c'était au bord de la mer, de les amener en bateau très loin, de les jeter à la mer, de revenir et de voir ceux qui revenaient. Donc évidemment, ils ne revenaient pas tous. Et donc il a 2 connaissances de prison qui sont morts comme ça. Et un autre souvenir, il a un ami qui est tombé dans le port et dont on a retrouvé le corps que plusieurs mois après. Donc vous imaginez, et donc il a vu tout ça. Donc il nous parle de ça. Donc continue la balade. On arrive au Jardin des Plantes. À l'entrée du Jardin des Plantes, il y a une statue de Jean-Baptiste Lamarck avec un bas-relief qui le représente triste, déprimé, avec une femme qui a la main sur son épaule. On associe tous les deux, on n'est que tous les deux à ce moment-là avec l'adolescent, lui et moi. Je le laisse associer, je dis
quoi ça vous fait penser. Donc il associe la tristesse, et puis il associe sur la femme qui le rassure, qui le console, mais elle est trop jeune pour être sa femme, c'est peut-être trop jeune pour être sa mère, pardon. C'est peut-être sa femme, mais non, peut-être, voilà, mais c'est éventuellement sa fille. Bon, il associe comme ça, il repère la tristesse, la représentation de la tristesse. Arrive Lionel, qui regarde le bas-relief et qui lit la légende, que je n'avais pas lue, moi, à ce moment-là. Et la légende qui était inscrite, avec la fin qui était effacée, c'était « La postérité vous admirera, elle vous vengera ». Et Lionel, dans un mouvement comme ça, dit « Oh, ça serait une magnifique épitaphe pour la tombe du docteur Makota ». Et là, on voit l'adolescent avoir un moment pétrifié face à cette intervention. Et moi, je ne dis rien, je n'interprète rien, je reste très présent, mais dans ma tête se déroule tout ce qui nous a dit auparavant autour de la mort des camarades, de la mort de sa mère. Alors j'ai pas dit, il y a sa mère, il sait pas où elle est enterrée, il y a une histoire d'un frère qui serait mort mais qui est pas mort. Enfin bon, la mort est partout dans sa vie. Et voilà que nous, dans une déambulation, il l'accroche avec moi, on parle et on lui dit, tiens, le docteur Makota peut mourir aussi. Donc, voilà. Mais ce qui est très intéressant dans ces mouvements-là, c'est pour ça que je veux en parler, c'est qu'il y a un effet de liaison finalement de l'activité associative chez ce jeune-là, mais à plusieurs, et en présence d'une personne investie, parce qu'il y avait quand même son éducateur qui a été témoin de ça, et qui a pu le reprendre après. C'est pour ça qu'on sait que ça a quand même un effet plutôt intéressant. Il y a l'utilisation aussi qu'on fait du cadre réel et du cadre matériel dans lequel on évolue, c'est-à-dire on va se servir de ce qu'on rencontre. Voilà, et ça se rapproche vraiment de ce qu'a écrit Jean-Pierre Chartier, de la psychanalyse transdisciplinaire et péripatétique. Je vais aller vite, je saute pour la suite, juste à la conclusion. Donc, je voulais juste conclure sur l'idée que ce qui est très intéressant avec ces adolescents, qu'on peut appeler incasables, psychopathes, qui, moi, je préfère les décrire comme ceux chez qui l'acte est prépondérant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de fonctionner autrement que dans le passage à l'acte. C'est passionnant, cette rencontre avec ces adolescents pour moi, parce qu'ils gardent une grande proximité avec la jungle de leur inconscient. C'est un autre terme de Jean-Pierre Chartier qui je trouve très, très parlant. Donc ils sont incapables de créer des espaces transitionnels et de jouer avec. Alors ce travail pour aller à leur rencontre nécessite quand même que les soignants aient gardé le contact avec l'infantile et l'archaïque, qu'ils soient capables eux-mêmes de créer et proposer des espaces transitionnels dans lesquels ils vont jouer avec ces adolescents et les professionnels qui les prennent en charge. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas du tout parlé là, c'est la peur. La rencontre avec cet infantile et cet archaïque ne peut se faire que si les soignants ne sont pas gagnés par la peur. Peur de l'acte de l'autre, peur de la folie de l'autre. Et les adolescents délinquants que nous rencontrons font réellement peur. Ce n'est pas simplement la peur de la folie, c'est la peur de leur acte. C'est-à-dire que les adolescents qu'on rencontre, quand on se penche sur leur parcours judiciaire, on tombe sur des crimes, des choses qui peuvent terrifier. Alors c'est inévitable au niveau individuel, et comme l'a dit Patrick, 30 secondes. Et comme l'a dit Patrick, c'est la question, pour éviter d'être gagné par cette peur, c'est la définition de cadre d'intervention et surtout son maintien rigoureux. C'est ça qui est le plus difficile. Donc voilà. Alors, on ne peut pas attendre de ces ados l'expression d'un désir de soins, évidemment, mais il faut inventer des nouveaux chemins, des canaux nouveaux, et pour les rencontrer. En quelque sorte, il s'agit de leur prêter, vous l'avez compris, le temps d'une rencontre et d'un jeu ensemble, l'appareil psychique de plusieurs adultes, psy et éducateurs, en espérant qu'ils puissent en garder une trace et commencer l'inscription subjective de leur propre histoire. Alors, nous tentons de déposer ces traces en eux, afin qu'elles puissent être reprises dans d'autres cadres de prise en charge. Et nous nous adressons à des situations désespérées, mais continuons d'espérer sans relâche. Merci. Merci à tous les deux.